Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo inédite sur ma chaîne. C'est une thématique que je n'ai jamais abordée, puisque aujourd'hui on va parler lecture. C'est un sujet dont j'ai parlé brièvement à l'occasion d'une vidéo et plusieurs d'entre vous m'ont dit que ça pouvait être intéressant d'y dédier une vidéo entière, même si ça dérivait un petit peu de ma ligne éditoriale traditionnelle. Et je me suis dit que c'était le bon moment, puisqu'on est en janvier. C'est la période des bonnes résolutions. Moi je suis pas très bonne résolution, mais disons que je me suis fixé en gros deux objectifs cette année qui sont assez liés. Le premier, c'est de passer moins de temps sur mon téléphone et notamment sur Instagram. Et deux, c'est de lire davantage. Moi quand j'étais plus jeune, j'étais une grande lectrice, j'ai fait des études littéraires, j'adore lire, j'adore m'évader, plonger dans un livre, etc. Et la vie fait que, j'ai pas vraiment d'excuses, mais j'ai un peu délaissé ce hobby au fil des années, jusqu'à ne plus lire du tout de livres. Et je me suis dit que j'allais m'y remettre, donc il y a quelques mois, j'ai pris une carte à la bibliothèque de ma ville et ça m'a permis de retrouver le plaisir de fouiller, de partir à la recherche d'un livre, de lire des quatrièmes de couverture. Donc petit à petit j'ai recommencé à lire comme ça et je me suis dit écoutez, c'est peut-être votre cas aussi, peut-être que vous avez envie de lire un petit peu plus, de trouver une nouvelle lecture sympathique. Et je me suis dit que j'allais vous proposer 5 lectures inspirantes aujourd'hui. Alors je vais vous parler de 5 livres, mais en fait je vais vous en présenter un peu plus. Mais en gros je vais vous parler de 5 livres que j'ai lus récemment, qui m'ont plu, chacun à leur manière. Et vous allez voir, la sélection est assez éclectique. Il y aura des livres pour réfléchir, il y aura des livres pour pleurer, il y aura des livres pour remonter dans le temps. Donc voilà, je vous ai préparé tout ça, et peut-être que dans le lot, il y aura une lecture qui pourra vous plaire. On commence avec le livre qui, d'une part, m'a fait à nouveau aimer le fait de se plonger dans un récit, et d'autre part, qui m'a fait découvrir la littérature asiatique et notamment japonaise, qui est une littérature que je ne connaissais absolument pas. Et c'est vraiment un livre qui m'a donné envie d'en savoir plus et de connaître de découvrir d'autres auteurs. C'est une littérature, alors sans vouloir être cliché, qui me parle beaucoup parce qu'elle s'attarde un petit peu sur les petits détails, les bonheurs du quotidien, les émotions, etc. Non pas que la littérature occidentale ne traite pas de ces thèmes-là, mais j'ai trouvé ces sujets assez présents dans tous les livres que j'ai pu lire ou que j'ai pu feuilleter dans la littérature asiatique. Et donc ce livre, vous le connaissez peut-être, c'est un succès de librairie, c'est Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. Vous connaissez peut-être cette couverture. Je pense que c'est un livre qui a été abondamment vendu dans les librairies, dans les kiosques de gare, etc. Moi je l'ai trouvé un peu par hasard à la Fnac. Il était en tête de gondole avec ce sticker Prix des lecteurs sélection 2023. Est-ce que c'est le premier livre de l'auteur? Je ne sais pas. Mais en tout cas la quatrième de couverture dit qu'il a été vendu à plus d'1 million d'exemplaires au Japon, puis traduit dans plus de 30 pays. Donc c'est vraiment genre un énorme best-seller. Et je comprends aisément pourquoi. Alors l'histoire, en gros, c'est qu'il y a un café dans une petite ruelle à Tokyo qui permet de voyager dans le temps à travers une tasse de café. Les personnes qui veulent faire ce bond dans le temps doivent se rendre dans ce café en question et demander à être assis à une table bien précise. Et le voyage dans le temps s'opère quand la serveuse verse le café chaud dans votre tasse. Et vous avez le temps de ce café chaud pour voyager dans le temps et revenir à un jour bien précis et un lieu bien précis dans votre vie en arrière. Et il faut revenir dans le présent avant que le café ne soit froid, sinon vous restez bloqué dans le passé. Et en fait ce livre est très bien ficelé, puisqu'il y a une histoire fil rouge au global, mais en gros chaque chapitre suit l'aventure d'une personne qui veut voyager dans le temps. Donc on découvre en fait petit à petit son histoire, qui est-ce qu'elle veut retrouver dans le passé, ce qu'elle veut lui dire, etc. Et au fil des chapitres, on se rend compte que l'auteur aborde plein de thèmes universels différents, notamment l'amour, l'amitié, la fraternité, la maladie, le deuil, etc. Et voilà, je le trouve très touchant. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. C'est un livre qui n'est pas très épais, il fait 232 pages. Donc voilà, globalement c'est une lecture qui est assez intense,
dans le sens où moi je l'ai lu, je me souviens très bien, je l'avais emporté avec moi quand on est parti en Équateur avec mon chéri, donc pas cette année mais l'an dernier, et il y a un chapitre qui a résonné en moi d'une manière un peu différente que les autres chapitres, et je me suis mis à fondre en larmes dans le car qui nous ramenait de la forêt amazonienne, parce que voilà, j'ai été submergée d'émotions par ce chapitre en particulier. Et voilà, c'est un livre qui m'a procuré beaucoup d'émotions. Je trouve qu'on est très vite embarqué dans l'histoire. Et donc c'est la raison pour laquelle je vous recommande ce livre les yeux fermés. Comme vous en doutez, ce livre qui a été un succès de librairie a fait des petits. Et donc la suite c'est Le Café du temps retrouvé, que j'ai également lu, qui reprend un peu la même histoire. Les personnages qui viennent faire un voyage dans le temps sont différents, donc on explore d'autres thèmes et d'autres histoires à travers ces nouveaux personnages, mais en gros c'est un peu le même concept de voyage dans le temps et de voyage dans le passé. Je l'ai fini, mais j'ai pas retrouvé la force qu'il y avait dans le premier livre. J'ai trouvé qu'il a été un peu facile de décliner cette idée, certes très forte comme ça, et de tirer un petit peu le fil. Je peux pas dire que j'ai pas aimé la lecture puisque je l'ai fini, donc j'ai quand même passé un très bon moment. Donc voilà, si l'histoire de base vous plaît, sachez qu'il y a 3 opus qui sont disponibles, mais c'est vraiment le premier que je vous conseillerais. Le deuxième livre dont je voulais vous parler, celui-là c'est un véritable page-turner. Si vous cherchez un récit prenant, haletant, qui va vous faire tourner les pages plus vite que la musique, que vous aurez du mal à lâcher, c'est le genre de livre qui pourrait vous faire louper votre station de métro, typiquement, votre arrêt de bus. Ce livre, c'est Le secret du mari de Liane Moriarty. Je ne peux pas vous le présenter puisque je l'ai rendu à la bibliothèque pas plus tard qu'il y a 3 jours. J'aurais dû le garder un peu plus pour vous le montrer, mais c'est pas grave, je vous afficherai la couverture sur l'écran. Celui-là pareil, c'est un véritable succès de librairie puisque je vois qu'il a été vendu à plus de 1,5 million d'exemplaires. Liane Moriarty, c'est une écrivaine américaine qui a fait, je crois que quasiment tous ses livres, ou en tout cas beaucoup de ses livres, ont été adaptés en série. Moi, la première fois que j'ai rencontré une de ses œuvres, c'est à travers une série justement. C'est la série Big Little Lies qui est disponible sur, je ne sais plus quelle plateforme, Amazon je crois, Prime. Il y a Nicole Kidman qui est l'actrice principale dedans. Bref, moi j'avais adoré Big Little Lies en série avant de savoir que c'était adapté d'un livre. Et donc là, Le secret du mari, c'est l'histoire d'une mère de famille tout à fait banale qui en apparence a l'air de vivre la vie parfaite avec un mari aimant, des enfants parfaits, une petite vie parfaite, une maison parfaite, etc. Et un jour elle tombe dans le grenier sur une lettre cachetée de son mari, et donc sur l'enveloppe il y a marqué « à n'ouvrir qu'après ma mort ». Et donc évidemment, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre cette enveloppe et elle découvre ce que son mari a voulu lui dire, ce qu'il a voulu lui confesser après son décès. Et évidemment, tout son petit monde va être chamboulé. Cette histoire, franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas lu un truc aussi fort en suspense. C'est vraiment efficace. Certains diront que c'est pas de la grande littérature et moi je m'en fiche un petit peu parce que ce que je recherche avant tout dans un livre c'est de ressentir des choses, et j'ai adoré ce livre. Les pages se tournent mais vraiment des fois j'avais du mal à le lâcher. J'aurais pu veiller tard pour terminer un chapitre ou en commencer un autre. C'est vraiment un livre qui est prenant, qui est très bien écrit. Il y a une richesse dans l'écriture de tous les personnages, je trouve. C'est pas juste cette mère aux familles que l'on suit, il y a plein d'histoires de vie parallèles tout autour. Évidemment, on veut savoir ce qui arrive à la fin, parce que voilà, le secret du mari est tellement gros qu'il va avoir des conséquences sur beaucoup de monde. Et le deuxième livre que j'ai lu de cette autrice, puisque j'ai enchaîné avec un deuxième livre que j'ai rendu ce matin, il s'agit de 9 parfaits étrangers, qui là aussi est un livre qui a été adapté en série. Quelqu'un me l'a dit sur Instagram quand je vous ai montré mes lectures du moment. C'est là aussi une série qui est portée par Nicole Kidman, qui est disponible sur Amazon Prime aussi, je crois. Et donc 9 parfaits étrangers, c'est l'histoire de 9 personnes très différentes les unes des autres qui vont se rendre à une cure dans un lieu un peu bien-être qui va pas se passer comme prévu.
Donc voilà, ce livre-là, je l'ai beaucoup aimé, mais moins que Le secret du mari. Je l'ai trouvé un peu moins haletant. Il y avait moins ce côté page turner, mais je l'ai beaucoup aimé aussi, et ça m'a permis de lire autre chose que des thrillers classiques. C'est mon genre préféré, parce que j'adore les thrillers, j'adore les romans policiers, mais une fois que vous avez lu... j'ai lu, je crois, tous les Harlan Coben, j'ai lu énormément de Maxime Chatham, de Franck Tillier, etc. Bah, j'avais envie un peu d'élargir mon horizon et de m'ouvrir à d'autres genres d'histoires. Donc là, c'est quand même une histoire à suspense, mais c'est pas non plus un roman policier ni un thriller à proprement parler. Donc voilà, 9 parfaits étrangers de Liane Moriarty. Je l'ai trouvé très, très plaisant et très intéressant à lire aussi. Dans un tout autre genre, je voulais également vous parler d'une BD. Moi, c'est un genre que je connais que très peu. J'ai pas grandi en lisant Tintin, Astérix et Obélix, etc. Enfin, j'ai dû en lire certains, mais c'est pas forcément des BD qui m'ont marqué. En tout cas, j'étais pas forcément l'enfant qui collectionnait les BD et qui les dévorait. Donc c'est vraiment un genre que je connais pas bien, et je suis tombée tout à fait par hasard à la bibliothèque sur l'adaptation en BD du roman d'Émile Zola, Au bonheur des dames. Alors, Émile Zola, j'ai jamais réussi à finir un de ses livres. Voilà, j'ai toujours trouvé ces livres trop denses, trop... Je sais pas, j'ai jamais réussi à accrocher, tout en étant consciente que c'est un monument de la littérature française et qui traite de thèmes universels. La bête humaine, Au bonheur des dames, c'est vraiment des histoires et des sujets qui m'intéressent, mais voilà, le style fait que je n'ai jamais réussi à me plonger entièrement dans ces romans. Et donc je suis tombée sur cette BD qui reprend plus ou moins fidèlement l'histoire d'Au bonheur des dames, qui est donc la naissance et l'essor des grands magasins à Paris, et les conséquences que ça a sur la population locale, sur les petits commerces indépendants de l'époque, sur les employés de ces grands magasins, etc. Les clients qui découvrent et qui font développer cette société de consommation. C'est un thème qui est hyper intéressant, et cette BD m'a permis d'une certaine manière à approcher un petit peu l'œuvre de Zola. Je ne sais pas à quel point cette BD est la reproduction fidèle de ses écrits, mais en tout cas on y retrouve l'essence, et j'ai trouvé ça très chouette, puisque je sais que je n'aurais jamais pu lire Au bonheur des dames en version roman entièrement, et donc là en lisant cette BD, ça m'a permis voilà, d'explorer ce thème vu par Zola, et j'ai adoré. Donc ça m'a donné envie de poursuivre avec d'autres BD. Donc comme je vous le disais, c'est pas un genre que je connais très bien. Si vous avez des BD à me conseiller, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ensuite, on change littéralement de rayon, puisque je voulais vous parler de La Place d'Annie Ernaux, que j'ai lu je crois il y a 1 an ou 2. C'est pas une lecture récente, et c'est encore moins un livre récent, puisque c'est un livre qui est sorti dans les années 80 et qui a reçu le prix Renaudot en 1984. Mais cette autrice est revenue sur le devant de la scène en 2022, puisqu'elle a reçu le prix Nobel de littérature, et à ce moment-là, je me souviens, quasiment toutes ses œuvres étaient remises en tête de gondole en librairie, et je pense que c'est comme ça que je suis tombée sur ce livre, dont la 4e de couverture m'a beaucoup intriguée, puisque en fait c'est l'histoire d'Annie Ernaux. Je viens de lire sur Wikipédia que son style c'était l'auto-socio-biographie, donc en gros tous ses livres parlent d'elle, mais aussi de la société qui l'entoure. Et cette histoire parle de son ascension sociale, puisqu'elle est née dans un milieu modeste, et puis elle a commencé à faire des études pour au final devenir agrégée en lettres modernes. Donc l'histoire raconte son parcours académique, son ascension sociale, et aussi par ricochet le décalage qu'elle pouvait ressentir vis-à-vis de sa famille et de son milieu modeste d'origine. Et donc à ma grande surprise, c'est un récit qui m'a beaucoup plu. Le livre est pas bien long, il fait à peine plus de 100 pages, donc ça se lit très très vite. Et voilà, moi j'ai été tout de suite happée par son histoire, par tout ce qu'elle a raconté, les émotions qu'elle décrivait, etc. Et elle a un style assez particulier. Ce sont des phrases qui sont très brutes, qui sont assez nues. Voilà, c'est un style qui est assez dépouillé, mais que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, si c'est un thème qui vous parle et que vous connaissez pas l'œuvre d'Annie Ernaux, je trouve que c'est un bon livre pour commencer.
Et pour finir, le dernier ouvrage qui m'a vraiment beaucoup marqué ces derniers mois, je vais essayer de bien le présenter puisque je crois que je vous en ai parlé très brièvement dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, et puis mon ami Alain, si tu passes par là, m'avait dit en rigolant franchement tu l'as vraiment pas bien vendu ton livre, alors que je lui en avais dit, je lui en avais chanté les louanges et il m'avait dit mais tu me l'avais mieux vendu à moi. Donc je vais essayer de mieux vous le vendre cette fois-ci. Il s'agit de La France sous nos yeux, coécrit par Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Casselli. Ce livre je l'ai découvert en lisant une interview de Jérôme Fourquet dans le magazine Society, qui est un titre de presse que j'adore. Et donc je tombe par hasard sur cette interview que je ne voulais même pas lire parce que, je sais pas, je trouvais vraiment le thème pas intéressant. Jérôme Fourquet, c'est un expert en géographie électorale, un analyste politique et le directeur du département opinion de l'IFOP. Et alors moi je me suis dit mais l'IFOP, c'est un institut de sondage, c'est tellement barbant les sondages, bref. J'ai fini par lire cette interview parce que je pense que j'avais plus que ça à lire dans le magazine et que j'avais encore des stations de métro à faire. Et j'ai été happée par ce qu'il disait et j'ai été vraiment interpellée par tout ce qu'il mettait en lumière dans la France d'aujourd'hui. Et donc il faisait la promotion de ce livre qu'il a donc coécrit avec Jean-Laurent Casselli, qui est un journaliste. Et j'ai trouvé ce livre passionnant. Enfin, je trouve ce livre passionnant. Je l'ai toujours pas fini, donc j'en suis vraiment à la toute fin. Je suis en train de le finir et ce livre est vraiment différent de tous ceux que je viens de vous présenter puisqu'il livre une photographie de la France d'aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça hyper percutant. Je vais vous lire la 4e de couverture, en tout cas le début. Qu'ont en commun les plateformes logistiques d'Amazon, les émissions de Stéphane Plaza, les restaurants de kebab, les villages de néo-ruraux dans la Drôme, l'univers des coachs et les boulangeries de Rond-Point? Rien bien sûr, sinon que chacune de ces réalités économiques, culturelles et sociales occupe le quotidien ou nourrit l'imaginaire d'un segment de la France contemporaine. Et donc voilà, ce livre dresse par thématique le visage de la France d'aujourd'hui, dans sa dimension sociale, dans sa dimension culturelle, dans sa dimension économique. Et j'ai trouvé ça vraiment super éclairant. Il y a tout un chapitre sur le nouveau visage de la France moyenne. Il y a tout un chapitre sur comment l'ubérisation des services, le développement du e-commerce ont changé les territoires. Il y a tout un chapitre sur comment la culture américaine ruisselle et finit par influencer la nôtre. Bref, c'est vraiment très intéressant. Alors, c'est assez dense, mais croyez-moi sur parole, c'est pas chiant du tout, c'est hyper accessible, c'est hyper abordable. Donc voilà, encore une fois, c'est pas le genre de livre que je lis d'habitude, mais voilà, je l'ai trouvé vraiment percutant, je l'ai trouvé très éclairant, et voilà, c'est vraiment faire un pas de côté et voir et prendre un peu de la hauteur sur notre société et ne pas la voir et la considérer que sous le prisme de notre classe sociale. Bref, j'ai beaucoup aimé ce livre. Et pour finir, je voulais vous parler rapidement de 2 livres que j'ai empruntés à la bibliothèque et qui seront donc probablement mes prochaines lectures. Ça vous donnera peut-être des idées bonus. Le premier s'appelle Le fabuleux voyage du carnet des silences de Clare Pouly. Il est classé dans la catégorie détente feel good. C'est un livre qui parle de Monica qui a abandonné sa carrière d'avocat pour réaliser son rêve qui est d'ouvrir un café. Donc le roman commence le jour où un de ses clients oublie son carnet sur une table. Elle ne peut s'empêcher de le lire. Les premières pages lui révèlent la confession de Julian Jessop, un artiste excentrique âgé de 79 ans qui exprime toute sa tristesse et sa solitude depuis la mort de sa femme. Touchée par cette idée de révéler des sentiments intimes à des inconnus, Monica décide de continuer le carnet avant de le déposer dans un bar à vin, au risque de voir son destin bouleversé de manière inattendue. Moi, c'est un peu la couverture qui a attiré mon œil au début. L'histoire, voilà, je pense que ça pourrait totalement me plaire, donc c'est pour ça que je l'ai emprunté à la bibliothèque. Et le deuxième livre que j'ai emprunté ce matin même. Celui-là, je crois qu'il a fait pas mal de bruit, à la fois aux États-Unis et en France, puisque j'ai vu cette couverture plusieurs fois au cours des mois passés dans la rue et sur les réseaux sociaux aussi. Il s'agit de Yellowface de Rebecca Kuang. C'est, d'après la 4e de couverture, une histoire magistrale racontée par la mauvaise personne. Et en gros, si je vous résume la 4e de couverture, c'est l'histoire en fait de 2 autrices qui sont un peu concurrentes l'une de l'autre, enfin qui sont un peu rivales. Il y en a une qui est promise à une grande carrière et qui meurt subitement. L'autre
apparemment elle est présente au moment où elle meurt et elle finit par récupérer son manuscrit et elle va essayer de le faire passer pour le sien. Et donc l'écrivaine qui meurt est une personne asiatique qui raconte l'histoire des travailleurs chinois pendant la Première Guerre mondiale. Et donc on va suivre l'aventure de l'autrice, la deuxième autrice, qui récupère et s'accapare ce manuscrit pour le faire passer pour son œuvre. Donc voilà, ça a été un gros succès de librairie aussi, et je pense que ça va être le prochain sur ma liste. Et voilà qui conclut ma première vidéo lecture. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Bien sûr, dites-moi en commentaire quelles sont vos dernières ou vos prochaines lectures. On pourra se faire un petit book club en commentaire et partager tous ensemble nos derniers coups de cœur ou déceptions. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire aussi. J'en referai d'autres dans les prochains mois avec grand plaisir. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain avec une nouvelle vidéo beauté ou mode, je ne sais pas encore, mais en tout cas on se retrouve dimanche prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.